Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. C'est en Italie, en Sicile, que nous rencontrons cet empereur à barbiche noire qui n'est autre que Charlemagne. Nous sommes dans son château, il y reçoit Roland, puis tous ses preux richement cuirassés. Roland s'avance et prête serment avec son glaive, l'audience va se terminer. L'empereur fait un petit speech et ses chevaliers cuirassés le quittent avec une rapidité d'éclair. Seul l'empereur et le dernier des preux repartent d'une démarche spéciale en traînant les jambes. Je reste jugez vous-même. Puis c'est une suite de combats singuliers, tous faits sur le même modèle. Les deux rivaux arrivent sur la scène en vol plané, ils luttent à grands coups de glaive et fracas de boucliers. Les marionnettes ont à peu près 75 cm de hauteur. Elles pèsent une douzaine de kilos, ce qui n'est pas mal à manier. Et parfois, une scène d'amour vient rompre la monotonie des duels. Les vêtements sont en tissu de soie ou de velours brodé d'or. Les armures sont en métal repoussé d'un travail très fin. Le bois même des marionnettes, les vêtements, les armures, les décors, la mise en scène, les dialogues, tout est l'œuvre d'une seule famille, père et fils. Les marionnettes sont animées, vous l'avez remarqué, par de grosses tiges de métal et par d'autres plus fines. Toutes sont parfaitement visibles, mais tout compte fait, cela ne nuit pas à l'illusion du mouvement. Voici un duel parmi tant d'autres, à gauche le héros bien-aimé Roland, à droite le roi d'Autriche. La foule prend naturellement parti aussitôt pour celui qu'elle sait d'avance être le vainqueur, car bien entendu elle connaît toute l'histoire. Un grand roi cette fois-ci, un roi immense qui s'avance dans les rues de Messine. On le sort du garage où il est enfermé, où ils sont enfermés, lui et sa femme depuis l'an dernier. Pour les sortir, on doit démonter d'abord le garage. La manœuvre n'est pas facile, car il pèse très lourd. Mais rassurez-vous, il y a des freins de sécurité. La reine sort d'abord, on est galant. Et ces deux colosses représentent les fondateurs de la ville de Messine. On les promène le 13 août dans la moitié nord de la ville, le 14 dans la moitié sud. Ils sont précédés d'un faux chameau qui danse et se dandine comme tous les faux chameaux du monde. Cette tradition populaire des deux géants remonte au Moyen-Âge. Elle est due à la rivalité qui existait entre Palerme et Messine. Chacune cherchait à avoir l'origine la plus ancienne. Alors, Messine inventa le géant et la géante. Lui, c'est Cham, le fils de Noé. Évidemment, on ne pouvait guère remonter plus haut que le déluge. Tous les 500 mètres environ, le cortège s'arrête pour reprendre haleine. Le chameau est posé sur la chaussée. À ce moment-là, prend place une ronde endiablée. La place de la cathédrale est envahie de touristes tous les jours à midi.
Ils viennent d'admirer l'horloge monumentale construite à Strasbourg et inaugurée en 1933. Elle est, paraît-il, la plus grande du monde. Et si par malchance elle tombe en panne, ce qui arrive parfois, les marchands de cartes postales miment pour les touristes, avec la plus grande exactitude, le coq qui chante, le lion qui rugit, l'église avec la colombe qui vole, enfin, tout un théâtre ambulant. En face de Messine, sur la côte italienne, se trouve le petit village de Silla. De vieilles maisons collées les unes aux autres au bord de l'eau, Silla doit sa renommée à un terrible monstre. Ce monstre avait 6 têtes effroyables, à 3 rangées de dents serrées. À tous les navires qui passaient près de lui, il prenait un homme dans chacune de ses gueules. Voici le rocher où opérait Silla. Pour l'instant, tout est bien calme. Au pied du rocher, au lieu du monstre affreux, il n'y a que d'inoffensifs pêcheurs à la ligne. Celui-ci, perché sur ce mât, que fait-il? Mais mon Dieu, il surveille les eaux du détroit. Non pas pour trouver Silla, mais plus simplement un espadon. Et avant de monter là-haut, regardez le faire, il fait 3 fois le signe de la croix et récite une prière. Puis il donne 4 coups sur le mât. Cela veut dire « Allons, réveille-toi, fais-nous faire une bonne pêche ». Au sommet, il se tient debout sur une planche. Il a passé autour de ses reins une sangle fixée au mât. Il a lancé son appel. Ce n'est pas pour l'espadon cette fois, mais pour un banc de menus fretin qui passe par là. Aussitôt, branle-bas de combat. De tous côtés, on se précipite pour mettre à l'eau le filet à mailles serrées, la palimatara. À bord de chaque barque, le guetteur monte en haut du mât. Rendez-vous général de toutes les barques et grande excitation pour bien refermer le filet sur le banc de poissons. Tout le long de la côte, sur 4 km, sont disposés 20 postes de guet, sous forme d'une grosse barque trapue solidement ancrée, avec un guetteur. Chacune de ces grosses barques a attaché à elle une petite barque rapide avec un mât beaucoup moins haut que l'autre. Sur la petite barque aussi, il y a un guetteur. Dès que le signal est donné, la petite barque se libère et son guetteur monte au mât pendant que le moteur marche à plein gaz. Le guetteur dirige les mouvements de la barque au moyen d'un volant qui est en communication avec le gouvernail. On tire toujours le filet, le cercle se referme sur le poisson. Le veilleur vient de lancer le signal de l'espadon cette fois. La petite barque se précipite, le harponneur va prendre sa place à l'avant, tout à fait à l'extrémité. Il refait le geste qu'a fait 3000 ans avant lui au même endroit Ulysse. Prêt, il frappe. Il a raté son coup. Il frappe de nouveau. Le poisson s'est échappé. Le guetteur redescend. Le canot revient vers le bord et s'attache au bateau vigie. L'espèce de passerelle en bois étroite qui est ajoutée à l'avant sert à éviter que l'espadon ne voie l'ombre de la barque se profiler au-dessus de lui. Il est méfiant et il disparaît facilement à de grandes profondeurs. Alors, si cela arrive, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre. Les courants sont très forts dans le détroit de Messine. Ils atteignent 10 km à l'heure. Les eaux sont peu profondes, elles sont très riches en plancton, paraît-il. Et on y a compté jusqu'à 140 différentes espèces de poissons, ceux pour les pêcheurs.
On profite de cette attente pour boire bien frais et tremper son pain dans la soupière, qui bien sûr contient la soupe. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, pas de vaisselle à faire. Chacun a juste sa pochette. Pendant que les marins ont fait la relève du guetteur, les hommes changent toutes les 3 heures. C'est très fatigant d'être là-haut, et au bout de 3 heures, à force de scruter la mer, on ne voit plus rien. Je pensais découvrir cette Scylla qui s'élançait du rocher pour prendre mes hommes, mais j'eus beau chercher, je ne vis point, et mes yeux se fatiguèrent à force de fouiller la roche embrumée, disait Ulysse. Tous les hommes peuvent faire le guet, seul le patron du navire ne monte jamais. L'appel a retenti de nouveau, branle-bas de combat. Le harponneur est à son poste avec son chevalet. Sur la passerelle, les 2 harpons. Ils sont en bois de charme et mesurent 3,60 m de long. Le harponneur est en position, il guette l'espadon, prêt à frapper dès qu'il le verra surgir à fleur d'eau. Voilà! Le coup a dû porter puisqu'il n'en lance pas un deuxième. Et oui, voilà, l'espadon est un poisson voisin du thon qui mesure environ 2 mètres et pèse 70 kg lorsqu'il est adulte, mais il y en a qui mesurent jusqu'à 5 mètres et pèsent 300 kg. Il s'appelle aussi poisson épée parce que sa mâchoire supérieure est allongée en une immense pointe qui est presque aussi longue que le reste de son corps. Et maintenant, regardez. Regardez ces eaux qui tourbillonnent. C'est la fameuse Caribe qui remplissait d'effroi les navigateurs antiques. Ce tourbillon est indiqué par une spirale sur les cartes maritimes. C'est en fait la rencontre de 2 courants opposés, l'un venant de la mer Tyrrhénienne, l'autre de la mer Ionienne. D'ailleurs, même encore de nos jours, les petits bateaux à voile doivent naviguer dans cet endroit avec une immense prudence, à cause de la rapidité et de la variation des courants. Et maintenant, vous saurez ce que veut dire tomber de Caribe en Scylla. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec des films de Maxime Clairet. Montage René Gary, son Roger Fett et Jean-Paul Quiquempoix. Script Marcel Aucher, illustration sonore Dominique Paladil, réalisation Solange Péter.